et vous retenez que c'est l'énergie cinétique du point GI en joules. MGI, masse du système physique GI, cette grandeur est exprimée en kilogrammes, abrégé kg. Vous soulignez en rouge MGI et vous retenez qu'elle est exprimée en kilogrammes. Norme du vecteur vitesse instantanée GI égale également à une autre notation de cette norme. Il s'agit de la norme du vecteur vitesse instantanée du point GI. Cette grandeur est exprimée en mètres par seconde, abrégé m seconde moins 1. Ce qu'il va être important de retenir, c'est donc cette notation. Vous soulignez en rouge VIGI et vous retenez que c'est le vecteur vitesse instantanée du point GI si vous n'avez pas retenu à l'issue du chapitre 8. Vous vous retrouvez dans une situation où vous allez pouvoir exprimer l'énergie cinétique à l'aide des deux grandeurs masse et vitesse à quelques conditions près. Il va donc être indispensable, à chaque fois que vous allez vouloir manipuler la formule qui est citée juste après, de citer les conditions d'application. Comme en mathématiques, lorsque vous voulez appliquer un théorème, il faut dire dans quelles conditions ce théorème est valable. Vous devez donc impérativement penser à chaque fois à citer que le système physique doit être indéformable et en translation. Il doit être à la fois indéformable et en translation. Vous soulignez donc en rouge indéformable et en translation. Et vous retenez la formule qui vous donne l'énergie cinétique du point GI en joules, qui est égale à la moitié, un demi, fois la masse de ce système physique, MGI, en kilogrammes, multiplié par la vitesse instantanée du point GI, on ne parle bien sûr que de la norme, élevé au carré, la vitesse est en mètres par seconde, élevé au carré, ça nous donne des mètres carrés seconde moins 2. On nous demande alors dans la question 9, sachant que la masse du snowboarder et de son équipement est MSI, égale 85 kg, exprimer puis calculer l'énergie cinétique au point S3 réel et au point S5 réel pour chacune des deux situations présentées dans le document 1. Nous avons rappelé les vitesses avec lesquelles nous allions travailler et par conséquent, nous allons pouvoir traiter directement la question 9. Bien entendu, pour pouvoir traiter la question 9, puisqu'il s'agit d'un exercice de mécanique, il me paraît essentiel que nous n'oublions pas tous ensemble de reprendre les bons réflexes. Le système physique, c'est le snowboarder plus le matériel, accompagné d'un référentiel qui sera terrestre, lié au sol, lié à la piste. Pour pouvoir faire du snowboard, c'est aussi bien si c'est pas trop loin d'une piste. Nous avons donc l'obligation ici d'exprimer l'énergie cinétique et je vais, avant de distinguer les deux cas de chacune des deux situations, faire un travail global pour chacune de ces deux situations, c'est-à-dire que rappeler qu'il y a deux hypothèses validées. Système physique indéformable, c'est une approximation, ce n'est pas réel, le snowboarder peut se plier. Pas le snowboard, mais le snowboarder, oui. Et deuxièmement, système physique en translation. Je vais revenir sur le mot de translation. Si vous regardez la première situation, on a bien l'idée de la translation, c'est-à-dire que le système physique se reproduit à l'identique en suivant une ligne droite et occupe des positions successives en suivant cette ligne droite. Sur la deuxième situation, on voit bien que le snowboarder est en train de se plier ou de se déplier suivant l'endroit où il est. On a donc fait une hypothèse qu'il est indéformable, donc on ne tient pas compte de cette déformation. Et si on ne tient pas compte de cette déformation, alors là aussi, on a bien un passage, non pas en suivant une ligne droite, mais d'un objet qui reste toujours parallèle à lui-même et qui va progressivement évoluer dans l'espace de place en place. Cela s'appelle une translation. Vous avez donc un système physique indéformable et un système physique en translation, ce qui légitime l'utilisation de la formule que l'on vient de traiter. La masse du système physique est la même quel que soit le point. J'ai donc pour la première situation
une énergie cinétique du point S3 qui sera égale à l'énergie cinétique du point S5 puisque nous avons exactement la même vitesse, qui est égale à 1,5 fois la masse du point S3 ou S5, c'est la même, donc je vais l'appeler SI, puisque ça ne change pas, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, multiplié par la vitesse instantanée du point S3 ou du point S5, puisqu'il s'agit de la même, au carré. Je prends ma calculatrice, et comme vous, je vais calculer 0,5 multiplié par une masse qui vaut, on nous a dit 85 kg, je vérifie, 85, fois les 5,6, je suis bien en mètres par seconde, donc je n'ai pas à me casser la tête avec des conversions, au carré. Et cela me donne, en respectant les chiffres significatifs, 1,3 multiplié par 10 puissance 3 joules. Je vous laisse faire pause et prendre le temps de faire vous-même le calcul de la deuxième situation. Nous nous retrouvons maintenant donc pour la correction. Cette deuxième situation nous donne une énergie cinétique au point S3 qui sera cette fois-ci différente de l'énergie cinétique du point S5. 1,5 fois ms3 multiplié par la vitesse instantanée du point S3 au carré qui nous donnera cette fois-ci 0,5 multiplié par 85, c'est toujours le cas, multiplié par une vitesse qui valait 29 mètres par seconde. Je n'oublie pas le carré, sinon c'est faux. Cela nous donne 3,6 fois 10 puissance 4 joules. Et pour la deuxième situation, l'énergie cinétique au point S5, qui est égale à 1,5 fois la masse du point S5, qui est la même que celle du point S3, fois la vitesse instantanée du point S5 au carré, ce qui est égal à 0,5 fois la masse 85 kg fois la vitesse qui cette fois-ci vaut 28, le tout au carré. Cela nous donne 3,3 fois 10 puissance 4 joules. Deux énergies cinétiques qui sont voisines, les vitesses étaient elles-mêmes voisines. Voilà pour la fin de la question 9. Nous allons pouvoir passer maintenant à ce que l'on appelle le travail d'une force constante extérieure. Le travail d'une force constante extérieure traduit d'un point de vue énergétique les effets d'une action mécanique sur un système physique en mouvement dans le référentiel d'étude. Soit grand F extérieur, donc il s'agit d'un vecteur. Force constante extérieure au système physique. Vous soulignez en rouge que le vecteur F extérieur est une force constante extérieure au système physique. Une force n'est constante que si et seulement si son nom est inchangé, sa direction est inchangée, son sens est inchangé, sa norme est inchangée. Son point d'application est inchangé, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas déplacé. Même s'il est en mouvement, ce point d'application dans le référentiel d'étude. Ma force s'applique au centre de gravité, elle continue à s'appliquer sur le centre de gravité, même si ce centre de gravité n'est pas au même endroit dans le repère choisi. Vous avez besoin de cette force extérieure, et vous avez besoin du vecteur qui relie le point GI-1 au vecteur GI plus 1. On peut aussi cette fois-ci prendre un vecteur qui va d'un point beaucoup plus en avant du point GI et beaucoup plus après le point GI. On n'est pas obligé de s'arrêter au point juste avant et au point juste après. Ce vecteur est ce qu'on appelle le vecteur position, qui relie donc la position GI-1 à GI plus 1. La norme de cette grandeur vectorielle est exprimée en mètres. Vous soulignez en rouge la notation du vecteur. Vous savez que c'est le vecteur qui relie le point GI-1 au point GI plus 1. Ça se lit comme c'est noté. Et vous retenez que sa norme est en mètres. Ensuite, on a besoin d'un angle. Cet angle, c'est l'angle alpha, qui est l'angle que l'on qualifie de saillant entre le vecteur force extérieure, donc on part de la force extérieure et on rejoint le vecteur GI-1 au vecteur GI plus 1. Cette grandeur est exprimée en degrés ou en radians et vous avez l'abréviation. Retenez plutôt l'unité de degrés, c'est ce que va vous permettre de mesurer directement votre rapporteur. Cette grandeur qui est donc l'angle saillant, l'angle alpha, est absolument indispensable à manipuler
puisque c'est une grandeur qui va vous permettre de bien calculer le travail de la force. Cette grandeur est indispensable pour obtenir la valeur correcte de cette grandeur qu'on appelle le travail.